Eh bien voilà, nous reprenons notre petit entretien à tous les trois. Nous allons regarder les thèmes astrologiques qui concernent la période du 19 au 27 février, donc la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver. Dans quel contexte sommes-nous? C'est ce que nous allons essayer de clarifier un petit peu ensemble. Alors, je partage l'écran et c'est parti. On va regarder donc les thèmes ici. Le thème des poissons, l'entrée du soleil en poisson. Voilà. C'est ici. Et nous pouvons également regarder. Alors, on l'a bien sûr déjà commenté la semaine dernière, n'est-ce pas? On a constaté déjà tout diurne dans le thème classique que tous les astrologues regardent, c'est celui-là. Hein, donc, on le considère aussi, bien entendu, c'est le thème du référentiel relation. Et donc, on constate que dans ce thème, pour le signe des poissons, tout est diurne. Effectivement, la maison 10 est chargée, la 9 aussi. Hein. La 10 est chargée avec Jupiter, Vénus et Soleil, donc c'est très lumineux en Verseau. Et encore que non, il y a Mercure aussi, mais enfin, Mercure est vraiment au milieu du ciel. Ça dépend des coins en France, quoi, hein, si vous êtes plus à l'est ou à l'ouest. Et Mercure, Saturne, donc Saturne, Pluton sont en 9 aussi. Voilà, donc ça c'est moins lumineux. Hein. Donc il y a Mercure entre les deux, quoi. Mercure, il est le petit T avec transcendance extensive avec Saturne et Pluton. On a les trois fonctions, voilà, de la transcendance extensive. Il est vrai que généralement je montre aussi un petit RET. Je vais essayer d'aller le chercher. La matrice dynamique du RET. Vous voyez là, je reviens, on l'a montré la semaine dernière, mais je recommence. Donc les fonctions Mercure, Saturne et Pluton. Saturne et Pluton qui sont donc en Capricorne et pour Pluton et Verseau pour Saturne. Et donc ils sont en 9. Et Mercure qui est également en Verseau, encore rétrograde. Oui, rétrograde encore, puisqu'elle reprend son mouvement direct le 21, le 20 dans le plan équatorial et le 21 dans le plan écliptique. Et donc un Mercure rétrograde aussi en 10. Alors je reviens sur le thème. Et non, pardon, on en profite pour regarder aussi les fonctions, je vous ai dit, lumineuses, Vénus, Jupiter et Soleil. Donc qui sont Vénus et Jupiter qui sont deux relais du Soleil. C'est le relais existence de la représentation. Vénus incarne le Soleil dans l'existence. Voilà, elle incarne une valeur. Et tandis que Jupiter forme une nouvelle valeur à partir de l'existence. Donc nous avons un cercle, on appelle ça, on peut appeler ça un cercle fou, mais ça peut être un cercle équilibré ou un cercle fou. Enfin, je veux dire, ça peut s'auto-générer, évidemment, c'est la cour des grands, là. Voilà. Et c'est aussi les belles valeurs. On va bien sûr voir un mariage, une union. C'est quelque chose de très beau en Verseau, mais que se passe-t-il? Mais il y a il y a vraiment beaucoup de saleté. Par contre, en 9, d'un point de vue météo, ça nous dit que le ciel en haute altitude est plombé de particules. C'est horrible, c'est gris. Puis qu'il y a des vents qui peuvent être mauvais. Hein. Les grands vents mauvais. Peut-être pas fini. Et puis froid aussi. Hein. Dans la 9, hein. Ce fameux machin polaire, là, arctique, là, ce vent arctique qui réchauffe le golfe du Mexique. Pardon, c'est le réchauffement climatique. Le quoi? Le réchauffement climatique. Merde, il y a une panne dans les radiateurs. Alors là, ça peut être les radiateurs, hein, Vénus, Jupiter, Soleil hein, aussi. Alors on voit un gros carré, une grosse tension entre donc tout ce paquet Soleil, Vénus, Jupiter, Mercure, au moins, et Saturne, semble-t-il. Oui, puisque nous avons un beau carré pile Saturne-Uranus. Hein. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il advient. Là, oui, on y est, en géocentrique, on y est. Puis il va se reproduire dans l'année plusieurs fois. Là, on y est au carré Saturne-Uranus, donc c'est même lui qui est parfait. Et il y a tout ça qui est tendu avec
Uranus, Lune, Mars d'un côté, donc en taureau, et Soleil, Vénus, Jupiter, Mercure, Saturne, yo. Et puis tout ça, c'est en sous-bassement, nous avons un joli trigone Mars-Pluton. Alors Mars, surtout carré à Vénus, la Lune est surtout carrée à Jupiter, et Uranus à Saturne. Vas-y, Christophe. Oui, je ne sais pas si ça, c'est en fait Mars, Uranus, Taureau, ce serait la chaleur, la douceur, et elle serait contrariée en 12. Oui, et certes, ça, logiquement, ça fait monter les températures, Mars, Uranus, en Taureau. Et alors, comme c'est carré, oui, mais Mars est soutenu par un trigone de Pluton en 9. Et reçoit un sextile de Neptune, Poisson, qui est... Là, ça c'est... Les forces naturelles ne sont pas... Trop froid ou trop chaud? Ben, plutôt trop froid, hein, Pluton Capricorne. Ouais. Enfin, c'est rigoureux. Ça peut être trop chaud. C'est l'été, mais là, quand même, c'est sûr, on voit de tout. Hein. Après, ce carré, là, alors, soit ça amplifie, ouais, ils allument à fond les radiateurs, on voit les ondes, là, du Verseau, hein, à fond les radiateurs, mais il y a peut-être une panne, ce problème. C'est terrible, hein, parce que c'est sûr que la météo n'est plus naturelle. Hein. Et donc, on peut essayer de voir les conflits entre la nature et les interventions humaines. Bref, bon, ceci dit, il y a plein d'autres choses encore à dire sur ce thème hein, des poissons. Parce que déjà, on en a parlé la semaine dernière, je crois qu'on en avait même parlé un peu la semaine d'avant, mais on n'a pas fini. Un petit peu, oui. Oui, on a vu aussi qu'en héliocentrique, par contre, Neptune et Uranus, justement, étaient dissonantes, sont des déclencheurs tensionnels d'un thème assez dynamique, hein, donc qui est magnifique. On avait vu le magnifique sextile Terre-Mars, 1er degré Vierge, 1er degré Cancer. Oui, tu avais dit que le Mars-Cancer était protecteur. Ben, il y a le côté protection du cancer, disons que ben, comme c'est Mars C2, il y a les deux qui se manifestent dans l'œuf, un peu, hein, dans le même espace clos. À l'intérieur d'un espace clos, il y a la dualité, quoi. Donc, duo ou duel. Ça peut être aussi bien, alors en mode négatif, on peut voir des conflits familiaux, hein, mais ça peut être deux jumeaux, tu vois, comme dans un ventre, dans le ventre de leur mère. Enfin, voilà, avec Mars, ça marche. Ça marche, mais c'est quelque chose qui se met à marcher à l'intérieur. Est-ce que les gens prennent leur autonomie et se mettent à fonctionner? Ça peut vouloir. Est-ce que c'est une prise de conscience? Ben, de la prise de conscience, elle est progressive, la prise de conscience. Il y a sûrement... Est-ce une étape importante dans la prise de conscience, pourrait-on dire? Ben voilà. Ben, à cause de sextile Lune-Mars, tu penses? Mars-Terre. Terre-Mars, oui. Terre-Lune-Mars. Parce que la Lune est avec la Terre. Vu du Soleil, c'est la même chose. C'est une entité. D'ailleurs, ben voilà, Terre et Lune, c'est martien, parce qu'ils sont deux pour la Terre. On dit Terre, mais vu du Soleil, c'est Terre-Lune. Il y a au moins deux corps. Il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre, mais c'est normal. C'est comme ça. Donc ça aussi, c'est la dualité existentielle. Et on met les pieds sur terre. On sent bien les choses. Enfin, tout ça, il y a peut-être un bon côté très, très sain, très positif, là, je trouve. Par contre, les grandes superstructures, hein, Neptune, on peut dire les religions, les mouvements politiques, les courants politiques, ils essaient de forcer, ça force. Et puis, il y a la loi sur le séparatisme qui est votée. La loi sur le séparatisme. Ah, ça, c'est bien de circonstance, là. Alors, ça consiste en quoi? C'est quoi la loi sur le séparatisme? Je ne sais pas trop. En fait, je pense que c'est pour mieux lutter contre, si j'ai bien compris, c'est pour mieux lutter contre la religion musulmane. Il te faut venir, il te crée un problème et après, c'est dingue. Ouais. Lune, Mars, Uranus, c'est éruptif. Regardons un peu à nouveau sur le RET, tiens. Enfin, la Lune, on ne la voit pas, elle fait le liant. La Lune,
Moi, je la mets un petit croissant dans ce sens en haut et un petit croissant dans ce sens en bas. Voilà, c'est histoire de dire que c'est les deux faces. Ouais. Oui, C'est mais bon, c'est sphérique, hein, c'est une représentation 2D. Mais déjà, le simple fait de représenter ça de manière sphérique, Mars étant le cœur battant de l'existence et la Lune, le corps qui englobe tout ça, avec toutes ces fonctions qui agissent à l'intérieur. Donc effectivement, tiens, quand on pense au cancer, on pense à ce qui englobe tout ça, quoi. À l'intérieur d'un espace. Le cancer définit l'espace, c'est pour ça. Mais là, on voulait parler de Lune, Mars, Uranus en taureau. Donc Mars qui est le cœur de l'existence et Uranus qui est le relais de la transcendance à la représentation, qui passe du multiple à l'unique et donc qui hyper simplifie, qui est l'intuition, le flash, l'éclair, hein, qui ressaisit, et c'est le pouvoir suprême par rapport à Jupiter, qui est le pouvoir temporel. Donc, ça peut être une prise de pouvoir avec la Lune. Là, concrètement, il y a une prise de pouvoir. Soit c'est un renversement, coup d'État, en tout cas irruption. En 12, bon, il y a des... Ça, ouais. En 12, c'est en 12. Et alors, c'est caché. C'est caché, oui. À cause de Pluton et de Neptune. Ouais, mais ça advient quand même. Ça va se voir. Ça va se voir. Il y a les carrés à tout ça, là. Non. Ouais. Ça va se voir. Hein. Mais c'est aussi... C'est dû à des épreuves. Ça vient de moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que... comment je pourrais dire ça? Ah, dans le genre, avec Mars, Lune, Uranus, Eureka, enfin, dans le genre, paf, un truc qui te flash, tu réalises, là, tu prends un coup de jus, même. Là, tout d'un coup. Voilà. Et j'avais pensé aussi aux attaques d'informatique, mais... oui. Ça bricole, là, ça bricole. Ouais. Là, Pluton, Capricorne, le code. Celui qui connaît le code, il mène tout le monde. Celui qui connaît le code, il mène tout le monde. Sans avoir besoin d'être le leader. C'est de manière acte. C'est acté, c'est point barre. Waouh. Et en plus, aussi... c'est en maison. L'impact, là, c'est en maison 9. Là, en 9, on a Pluton et Saturne. Non, c'est en 12. Et là, Lune, Uranus, Mars, c'est en 12. 12. Oui, 12 ici, mais Mercure, Saturne, Pluton, Jupiter et Vénus, c'est en 9. 9, 10, oui. Ah non, en 9, on n'a que Pluton et Saturne. Mercure, pour le méridien de Paris. Et en 10, Jupiter, Vénus et le Soleil également. Alors, si tu es plus à l'ouest, tu es encore plus en 10. Hein. Et si tu es plus à l'est, tu risques d'avoir Mercure déjà du côté de la 9. Si tu es plus à l'ouest que le méridien de Paris, toi, par exemple, tu as peut-être Mercure en 9 en Dordogne. Il en faut de peu, là. D'accord. Et la vallée du Rhône, Mercure est du côté descendant, déjà a passé le méridien, donc il en met en 9. Et ça, ils peuvent avoir Jupiter au méridien. C'est pas la même chose. Hein. Sauf que Jupiter, il va se retrouver en 10. Il va se retrouver en 10 pour l'ingresse bélier aussi. Ah, tiens, nous parlons de l'ingresse bélier. Alors, normalement, je l'ai juste après. Ouais. Pam, 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 pam. Magnifique Jupiter culminant. Lune ascendant avec le 9 ascendant et Mars. En Gémeaux, donc. Et une conjonction, comme on en a parlé tout à l'heure, Soleil, Vénus, Neptune. C'est juste passé. C'est magnifique. Avec une Vénus qui reste collée au Soleil. Ça y est, Vénus, on ne la voit plus. Donc, 3 mois sans Vénus. Jusqu'à fin avril, elle est conjointe au Soleil le 26 mars. Moi, je pense que c'est une semaine importante. Là. Entre le 20 et le 26, là. Ah déjà, oui, parce qu'on est en semaine deuxième très phase surpris de la Lune. Ouais. Et oui, très surpris.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'instaure, on ne peut pas dire autrement. Alors, regardons les Lios. Déjà, c'est Soleil. L'axe équinoxial est marqué par Soleil, Vénus et Neptune. Ça remue les cœurs et les âmes. Oui. Et waouh. Ouais. Ça détend quoi? Ça détend une opposition. Non, c'est Pluton qui détend l'opposition. Ah oui. C'est Pluton qui détend l'opposition. Sagesse. Et Pluton est opposé à Mars. Ça nettoie, là, la force du réalisme. Oh. Et donc, Lune, Mars, Bélier, Gémeaux, a priori, c'est plutôt sympathique. Alors, on a toujours notre fameuse rupture de niveau, mais il y a la Lune qui fait le lion, là. C'est quand même, que ce soit au Bélier ou au Poisson, on a un peu pareil. Point de vue du processus de contact, on passe d'un Mars en 12, on affronte le pré-contact avec ce Mars donc du post-contact, je pense qu'on a, et on affronte la mise en contact, toujours pareil, en mode Mars, action-réaction, et on tombe sur Pluton, boum, on tombe sur Pluton, ça fait plouf. Ah merde, on s'est fait mal à la tête, on va réfléchir. Ça donne un peu ça l'histoire. Ouais. Ah, Eureka, j'ai compris, peut-être à la fin. Et c'est reparti, enfin, je sais pas. D'accord. Et alors, ça veut dire qu'on comprend rien. Là, on est bousculé et blackboulé dans tous les sens. Il se passe vraiment des trucs, ces extraterrestres, machin, tout. Là, il y a beaucoup de... Là, c'est le grand renversement, quand même, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est une affaire de cœur aussi, je crois. Ouais. Mais ça va vite. Alors, Mercure opposé Mars, puis c'est Mercure trigone Uranus, donc c'est vraiment changement radical. Et opposé Mars, elle est vlim, là, puis c'est Cancer Capricorne, c'est la globalité fermée, c'est-à-dire les arcanes et ce monde, ce monde et ses arcanes, Cancer Capricorne. Bon, c'est la grande secousse, vraiment. Maintenant, alors Jupiter culminant, peut-être on a des choses à dire sur Jupiter culminant, comme dans le thème de Coulenn, n'est-ce pas, mon cher Christophe? C'est ça. C'est ça, oui. Mais alors, c'est l'année. Alors, Maurice Chervet va en parler là sur la clé de cette agresse. Certainement, oui, ça va de soi. Alors, est-ce que ça ne vaut pas pour l'année? Ah ben, l'ingresse bélier, s'il ne vaut pas pour l'année, je ne sais pas ce qu'il vaut pour l'année. Alors, l'ingresse bélier vaut pour l'année naturelle. C'est le coup de tampon du démarrage d'une nouvelle année naturelle. Bien sûr, on peut aussi la faire partir du Capricorne. Et la balance, on a dit l'année sociopolitique, plus mondaine. Bon, c'est l'année de la relation. C'est plus pour la vie sociale. Bon, alors, donc, l'année naturelle, Jupiter sur le milieu du ciel, est-ce que ça va changer, ça va provoquer un changement de pouvoir? Un temps radieux. Attends, Jupiter, Verseau. Non. Trigone, Lune, Mars, Gémeaux. Non. Le temps change. Changement de pouvoir. Oui, mais je te parlais météo, je te dis l'année naturelle. Alors. Oui, d'accord. Jupiter, Verseau, alors. Permets-moi de considérer du point de vue météo. Ouais. Oui, mais tout à fait. Alors, Jupiter, Verseau, c'est du mauvais temps, mais je ne sais pas dans quelle moitié du Verseau. Alors, on est dans la deuxième, là, déjà. Hein. C'est plutôt dans la deuxième, d'après notre ami Georges Duperron. Voilà. D'après Georges Duperron, Jupiter dans une moitié du Verseau, mais tu ne sais plus laquelle, c'est du mauvais temps. C'est le Verseau et c'est Jupiter. Jupiter amplifie. Ça peut être très, très capricieux. Lune, Mars, Gémeaux, ça change tout le temps. Ouais, Trigone, Jupiter, Verseau, qui signe, c'est les ondes. Alors, vraiment, ils nous font n'importe quoi. Alors, ça finit vraiment par être perturbé. Bon, c'est des trigones. Là, le thème est plus chargé en bleu qu'en rouge, pour une fois. En hélio, c'est encore assez... Quand c'est trop bleu, c'est pas bien. Hein. Voilà, oui, effectivement, c'est déjà assez instable. Alors après, d'un point de vue politique... Effectivement, c'est à nouveau le pouvoir, il est comme la nature, hein, assez instable. Le peuple. Alors, est-ce que le peuple arrive et se cherche?
Voilà, on voit bien que c'est des instances nouvelles, dirait le Verseau. Enfin, des très anciennes qui reviennent aussi. Hein, c'est ça le sens du Verseau, c'est qu'on retrouve les arcanes, la fonction lenteur d'inhibition de l'hiver et la force d'inhibition extinctive qui provoque au Verseau l'induction d'une excitation recréatrice, mais on est quand même dans la fonction hiver, donc on endort, tout s'endort, tout s'oublie, c'est l'oubli, et puis on retrouve les arcanes les plus immuables dans le Verseau pour bâtir de nouveaux futurs. En neuf, bon, on bâtit un grand nouveau futur collectif. Voilà. Mais c'est très individuel, voilà. C'est pas là où il va y avoir. C'est individuel. Lune Mars, on ne fait pas rentrer. Là, c'est chacun chez soi. Chacun dans son petit pays, qui sont si variés en France. La France des petits pays se réveille aussi. Hein. Oui. Chacun, là où il est, il crée des nouvelles structures. Enfin, des nouvelles. D'une manière ou d'une autre, oui, qu'on le veuille ou pas, d'ailleurs. C'est plein de nouveaux, quoi. Et le Soleil, donc, est en 11 avec Vénus, c'est sympathique. Hein, notre bélier, là, en 11, il devrait faire quand même. Hein. Alors, avec Soleil, Vénus et Jupiter, il y a quand même du beau temps aussi. Hein, un petit peu. Oui. Il y a de l'humidité, de la fraîcheur, là, c'est sûr. Ça va perturber quand même. Certes, par rapport aux poissons. Bon, alors... Est-ce qu'on ne pourrait pas assister à un procès international qui ferait que les nations reviennent à des idées plus concrètes, moins... Ça viendra peut-être un jour. C'est peut-être un peu prématuré encore, mais c'est peut-être l'idée qui pourrait germer. Oui, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans l'année. Ou dans les années qui viennent. Attends, ce genre de truc à cette échelle-là, ça met quelques années à se... Nous voyons également que nous avons, dans le thème du bélier, mes chers amis, Lune, Mars, qui sont hors limite zodiacale en parallèle de déclinaison. Ah oui. Les deux, waouh. Ça encore, c'est de l'inédit, hein, et du l'inédit concret. Wow. Et en plus, en hélio, Vénus et Mercure sont en parallèle de latitude également. Pour l'entrée, donc, c'est pareil, ça bouge beaucoup. Ou alors, c'est l'Europe qui éclate. Alors, est-ce que l'Europe éclate? L'Europe, on la voit signifiée par Neptune et Uranus. Jupiter, oui. Et qui sont donc un peu en demi-carré. Enfin, pas trop, il n'est pas trop tendu là. Il n'y est pas là, ils sont à 40 degrés. Uranus mais on est dans le carré Saturne-Uranus. Et oui. Mais c'est surtout, mais c'est surtout là au Poisson, parce que vous voyez, là, il a avancé. Hein. Saturne est à 10, Uranus est à 8, donc là, le carré est passé. Le carré se passe là pendant les Poissons. Hein. Le premier, parce que après, les deux vont rétrograder et la conjonction, le carré va se reproduire au moins 2 autres fois, si ce n'est 4 autres fois. Un nombre impair de toute façon, logiquement. Et le carré va se retrouver sur l'Uranus de Macron. Oui. Et oui, c'est sur l'Uranus de Macron qu'il a plutôt en Scorpion, lui, hein, Uranus. Oui, mais à l'opposé. Enfin, il va tomber. Oui, à l'opposé. Oui, il a son Uranus en Scorpion, donc à l'opposé du Taureau. C'est ça que tu voulais dire. Et donc, ça va impacter, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ah, mais... C'est ça qu'il faut que je vois là. Certes. C'est sûr que ça va impacter. Ça. Mais justement, quel type d'impact? Comment ça... qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les forces en présence? C'est vrai que là, dans les Poissons, on a... Ah oui, alors, petite nuance entre les Poissons et le Bélier. C'est que là, c'est Lune, Mars, Uranus, Taureau. En Bélier, ce sera... Uranus est resté en Taureau, bien sûr. À l'ascendant, Lune, Mars, Gémeaux, avec au nœud ascendant. Donc, on n'est plus dans le gros truc mastoc, là, c'est au Poisson. Et là, on est plutôt dans le truc sur le terrain, partout, dans tous les domaines possibles et imaginables.
on crée. On réagit coup par coup et on s'organise de manière ancestrale, on pourrait dire. On retrouve peut-être des conduites ancestrales. C'est un peu ce que Jupiter-Saturne disent en Verseau. Totalement novatrice en même temps, hein, n'oublions pas que ça y est. Hein. Alors là, même en ce moment où on parle, là, ça doit être l'arrivée du rover Persévérance sur Mars. Alors on va bientôt savoir s'il a réussi à se poser ou pas. Et donc on entre aussi dans cette nouvelle ère où ça va devenir un peu normal d'aller sur la Lune et sur Mars. Hein. Et d'ailleurs, il y a la conjonction Mars-Uranus en ce moment, qui a rapproché aux trois pays qui vont... Et qui ont qui ont une sonde. Voilà, qui en font leur... Ouais. Et donc, tu veux dire quoi ça c'est comme par hasard, c'est Uranus-Mars qui culmine dans les thèmes. Non, mais qui est effective. Oui. Alors, est-ce que c'est le fait qu'Uranus et Mars soient alignés, ou est-ce que ça joue sur l'attractivité de Mars? Il faudrait regarder exactement pour chaque pays. Alors, il faudrait regarder l'heure considérée de l'arrivée de son engin sur Mars ou l'heure du décollage de la mission, ce serait bien plus logique. C'est le thème du décollage de la mission qui est a priori le plus intéressant, mais c'est vrai que tu peux aussi prendre le thème de la première annonce de la mission, le thème du décollage de la mission, le thème de la première étape de la mission, le thème. Donc tu peux regarder tous ces thèmes et tu peux regarder le thème du pays en question, ce que ça représente pour le thème, le pays en question. Le décollage semble effectivement le plus initial, c'est le plus R. Voilà, cette mission a été concrète. Elle a été lancée, en tout cas, c'est ce qu'on va retenir comme date initiale, ouais. Comme une... Et donc, voilà, regardez ça et ce que ça fait, Mars-Uranus, dessus et pour chacun des pays. En tout cas, c'est plutôt couronné de succès. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jupiter, c'est quand même le succès. Il y a des grands succès. Ouais. Le succès d'une meilleure santé, peut-être aussi. Hein. On oublie un peu la maladie, là, on dirait. On sort un peu de ce cursus débilos malade, là. Voyons, ça va se passer pendant les poissons, ça. Hein. On expurge cette chimère-là qui a tenu le monde entier pendant 1 an. Enfin, la vérité se fait jour de manière naturelle. Alors, on remarque également que c'est bien le thème objet qui est le plus tensionnel. Hein, c'est vraiment tendu, c'est-à-dire que la façon dont on en parle publiquement, c'est craignos. Hein. On voit que le mal partout, c'est la guerre, tout le monde a peur. À part un sextile Mars-Neptune et un autre Uranus-Vénus. C'est assez différent. Hein, Là, on a un exemple où le thème objet n'est pas quand même tout à fait comme le thème relation, par exemple. Hein. On n'a pas le trigone Mars-Pluton, par contre, on a un sextile Mars-Neptune. Voilà, mais en réalité, c'est Pluton dans l'action. Mais Pluton et Neptune sont à peu près en sextile, non? Ben, pas loin, ça va venir. Attends, on n'y est pas encore tout à fait. En hélio, ça vient. Mais ça vient pas vite, hein, parce que ça avance pas vite. Ils avancent presque à la même vitesse l'un que l'autre. Neptune avance à peine un peu plus vite que Pluton. Hein. Quoique Pluton ralentit, hein, et Neptune, non. Toujours un peu. Neptune, son orbite est très ronde, et donc c'est la plus ronde de toutes les orbites. Hein, la plus circulaire, donc elle a très peu de variations de distance au Soleil et donc de vitesse sur son orbite. Tandis que Pluton, c'est vraiment l'excentricité maximale, puisqu'elle peut être plus près que Neptune quand elle est au périhélie, je le rappelle, comme c'était en 1987, et à 50, alors quand elle est au plus près de Neptune, c'est à moins de 30 unités astronomiques, c'est-à-dire distance Terre-Soleil. Quand elle est à l'aphélie, c'est à 50 unités astronomiques. Elle y sera en 2114.
Et donc, quand elle était dans le Scorpion, Balance, Scorpion, Sagittaire, elle est passée vite dans ces signes, relativement vite, 15 ans, quoi, dans chaque. Et là, maintenant, elle va passer, elle passera en Verseau en 2024, donc elle y était en Capricorne depuis 2008, ça nous fera déjà 16 ans. Et puis, elle restera en Verseau plus longtemps, Poisson plus longtemps. C'est en Taureau qu'elle reste le plus longtemps, puisque c'est là qu'elle a son aphélie. Et elle reste au moins 25 ans dans le signe où elle a son aphélie. Voilà pour Pluton et Neptune. Donc, ils vont arriver effectivement en sextile. En fait, il se tient longtemps, ce sextile. Il tient depuis 1950. Oui. Il n'a pas fini, hein. Il n'est pas fini. Oui. C'est à cause justement de Pluton qui a accéléré jusqu'à 1987 et décéléré depuis. Donc, ça a dû maintenir. Il y a plein de choses, oui, comme ça, qui nous disent aussi, on est vraiment un grand tournant déjà, les planètes lentes, le fait que le solstice d'hiver se passe, le Soleil est dans le plan galactique pour le solstice d'hiver. Oui, on change d'air. Oui. C'était l'ère d'avant, quand on pouvait sortir librement, et maintenant, c'est plus pareil, mais c'est en train de revenir, je crois. Alors, on continue sur les thèmes des lunes, du premier quartier et de la pleine lune. Je vite fait rejette un coup d'œil sur celui des poissons, où on voit donc tout diurne. Tandis que dans le thème du premier quartier, tout est occidental. Le 19, donc le 18, le soleil entre en poisson, donc c'est le thème qu'on avait sous les yeux précédemment. Et maintenant, c'est le thème du premier quartier, le 19, 18h47. Et à ce moment-là, tous nos astres sont du côté occidental du thème et l'axe des lunaires est dans l'axe du méridien avec le nœud ascendant au milieu du ciel. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, qui bascule. Alors, on voit Neptune au descendant, c'est la plus angulaire, donc important, qui trigone à la Lune. Donc là, on l'avait vu précédemment un petit peu fragile avec un demi-carré à Mars. C'est passé. Et maintenant, c'est beaucoup plus cool. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Il y a une force qui monte, une détermination farouche, coûte que coûte. On a toujours notre rupture de niveau assumée par la Lune. Donc là, le peuple assume. Voilà. Alors la Lune est conjointe aux Pléiades. Il y a eu une aide céleste. Ça, j'appelle ça une aide céleste. Et avec ça, on fait tout l'oriental et on retombe sur Pluton. Et donc, on repart à zéro. Plein d'entrain et de dynamisme. On peut le voir comme ça. Après, pour ceux qui restent scotchés dans la matrice artificielle, ça peut être assez douloureux. Quand on n'aime pas voir les choses en face, affronter la crue, c'est cru. Lune, Mars, Pluton, c'est du cru. C'est tout cru. D'accord. Il n'y a pas d'enrobage, hein. Et même après, on t'effeuille. Allez, vas-y, je t'enlève tout avec Mercure, t'enlèves les plumes, mais avec Saturne, t'enlèves la chair. Hein. T'enlèves tout, là, après. Et il va rester un terrain vierge. Enfin, pas vierge, mais un terrain nouveau. Avec un conflit de pouvoir, Jupiter-Uranus, entre le pouvoir temporel et le pouvoir plus spirituel, ou plus transcendant, ou simplement, ça peut être un pouvoir temporel qui se prétend divin, mais enfin, c'est le type du pouvoir impérialiste, quoi, qui se prétend divin et donc supplanter tout pouvoir temporel, toute organisation des individus entre eux pour un accord commun pour vivre ensemble. C'est ça, Jupiter. Uranus, c'est une commande supérieure et des échelons supérieurs à l'organisation sur place. Là, bien sûr, avec Jupiter, on est en présentiel. Avec Uranus, on est en ligne. Hein. C'est ça aussi dans notre monde maintenant. Il y a ce facteur. Uranus et Neptune deviennent de plus en plus concrètes. Quand on est en ligne, on est sur les fréquences uraniennes ou neptuniennes. Électromagnétisme.
électromagnétisme. Voilà donc pour le premier quartier, le 19 février. On peut regarder vite fait comment était la nouvelle lune, hein, parce que justement, le premier... Non, je reviens en arrière. Quand même, le premier quartier, on regarde comment était la nouvelle lune, et ben, c'était pareil. Sauf que la lune, à la nouvelle lune, bien sûr, elle était conjointe au soleil en Verseau, donc tout près de Mercure, Jupiter et Vénus, qui sont elles-mêmes conjointes et que on ne voit pas encore bien du tout, d'ailleurs, dans le ciel du matin. Le Vénus, c'est fini. Et Mercure, Jupiter, Saturne se lèvent le matin avant le soleil, mais elles sont encore difficiles à voir avec des jumelles à la fin de la semaine. Ce sera plus visible. J'ai oublié de le dire tout à l'heure dans la première vidéo. Bon, donc on voit que la nouvelle lune pose le problème. Le changement radical, là. On a l'impression que ça y est, ça débrayage. Hein. En mécanique, c'est du débrayage. Là, t'es embrayé avec Mars et puis Pluton, bah, tu débrayes. Débrayage complet. Ah. Répétition. Là, c'est fait, c'est acté. Là, le tout, c'est que la Lune est passée sur Neptune au cours de la semaine, donc sur Uranus, sur Mars, et la voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. La nuit du 18 au 19, elle est conjointe à Mars, et donc aux Pléiades. Voilà pour le 19. Donc la Lune est chargée de tout ce qu'elle a visité là depuis la nouvelle Lune. Okay, c'est-à-dire Neptune, Uranus, Mars. Et nous arrivons à la pleine Lune, où elle se trouve donc opposée au Soleil, bien entendu, qui est qui est très proche de Vénus, et ça va durer longtemps, quoi, que le Vénus reste proche du Soleil. Ça dure jusqu'à fin avril, pratiquement. Donc ça, c'est plutôt réchauffant, bienveillant, réconfortant, et détendu par Uranus en Taureau. Alors, il y a quand même... ils sont gentils ou pas, les gens qui prennent les commandes, là. Ils ont pas l'air très très cool. Ils ont pas très sains. Du froid ou pas? Ah, du froid. Alors en 10, qu'est-ce qu'on a en 11? On a Saturne, Mercure, Jupiter, Vénus, Soleil, on a de tout. On a de tout. La 5 en Lion, je sais pas. C'est pourri, venteux ou sale. Ça peut être dégagé, quand même, Pluton. Mais Saturne, Mercure, il y a du vent, hein. Et Jupiter, ou des mouvements d'ondes. Est-ce que c'est froid? Ça pourrait, si Jupiter charge tout, Pluton, Saturne, Mercure, c'est que du froid. Ça, c'est sûr. Jupiter est un amplificateur, il est positif, mais si Soleil et Vénus ont tendance à être en 12, hein, c'est un peu le cas, et bien là, localement, ils sont en 11. Donc, c'est plutôt agréable en température, sauf Mercure peut être chargé de Pluton et de Saturne, donc faire du froid. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Et là, par contre, l'opposition détendue par Uranus en Taureau avec un ascendant Bélier, c'est pas plutôt chaud. Hein. Moi, j'ai pensé que la Lune, elle était victime de Soleil-Vénus. Ah. Ça va dépendre de Jupiter, en fait. Mais les prévisions de la chaîne météo annoncent une baisse de température pour mi-mars. Hein. C'est pas impossible. Bon, Mars-Pluton, ça baisse la température. Ça nous fait une température de base froide. Ouais. Effectivement. Mercure-Saturne, ils véhiculent que du froid, là. Et eux-mêmes ont tendance à faire baisser. Jupiter amplifie. Nous sommes dans la maison des amis du temps. Ouais. Et il y a Vénus et Soleil qui s'en vont de cette maison. C'est pas forcément très chaud. Non. Et Uranus détend l'opposition de la Lune à Soleil-Vénus, mais reçoit un carré sec. C'est un méchant perturbateur, la Mercure-Saturne-Jupiter. Enfin, Saturne-Mercure-Jupiter, ça fait là sur Uranus. Alors, ça fait un truc radical. C'est vraiment excessivement chaud ou froid pour la saison, déjà, on peut dire. C'est excessif. Oui, voilà, il va y avoir un déséquilibre. Ouais, et bon, donc là, c'est plutôt froid. Ouais, on va voir. Mais c'est aussi détraqué, quoi, pourri. C'est pas propre avec tout ça.
Et il peut y avoir du vent, toujours des vents, des nuages sales. Voilà. Voilà donc pour la pleine lune. Évidemment, on peut regarder un peu le dernier quartier. Qu'est-ce qu'on voit dans les autres référentiels quand même? En hélio, ah oui, l'hélio. Jolie figure. Jolie figure, parce que c'est très structuré avec Neptune, perturbateur, qui vient foutre le why sur Saturne. Donc, c'est typique la chienlit, comme disait De Gaulle. En poisson verso, bah, c'est la chienlit collective. Hein. La chienlit au niveau des concepts qui forment les fondements de notre monde actuel. Donc effectivement, tout ça, c'est vraiment le plancher est en train de s'effondrer sous nos pieds. Toutes les certitudes sont remises en question. Les certitudes, du moins, qu'on entretient dans ce monde, sont remises en question. Il y a eu donc une opposition Mercure-Uranus qui est au carré de Jupiter et Saturne. Donc on a d'un côté la réalité avec Jupiter et Saturne, ce qui se construit concrètement au niveau collectif, bien sûr, et ces fichus médias, je dirais, le discours. Mercure oppose Uranus, Scorpion Taureau. Alors c'est dit qu'ils sont toujours tenus. C'est les enfoirés des médias qui tiennent toujours qui sèment de la confusion tant qu'ils peuvent, hein, je dirais Neptune. Alors que dans le fond, ben, les gens ont l'esprit plutôt sain, comme on l'a vu tout à l'heure avec le sextile de la Terre à Mars. Donc ça, c'était à l'entrée du Soleil en Poisson. Et donc 8 jours plus tard, pour la pleine lune, la figure est assez belle aussi, parce que Mars reçoit juste un beau trigone de Mercure en Scorpion. Ça restaure la bonne pensée qui soigne, le corps va bien, hein, les fonctions réagissent bien, sainement. Tu vois, c'est un peu les fonctions corporelles peut-être. Et la Terre Uranus, morale d'acier. Donc il n'y a que les médias qui font chier, qui disent n'importe quoi et qui entretiennent évidemment toujours un certain climat d'inquiétude pour ceux qui les écoutent. Voilà, de moins en moins les écoutent probablement. Ouais. Voilà, c'est ce que je vois moi. Hein. Et c'est pour ça qu'on va passer à un mode, chacun se remet à vivre et ça va. Est-ce que tu sais qu'il y a un conseil scientifique des médecins alternatifs? Oui, Macron qui s'est constitué? Ah oui, dans lequel il y a Martine Vonner. Oui, voilà. Oui, j'ai vu quelques vidéos de très bien. Dans chaque corporation, il y a des gens intelligents. On les voit, ces médecins-là. Tiens, d'ailleurs, bon sang, ils y sont là, tu as raison d'en parler. Ils y sont là, les médecins. Alors, Mercure-Scorpion, à ne pas oublier que Mercure-Scorpion, c'est le cas du C aussi. Donc, oui, on est bien dans une problématique fondamentalement de comprendre, de diagnostic. Mercure-Scorpion, c'est le diagnostic. C'est quand tu analyses profondément et que tu comprends le sens de ce qui se passe. Pourquoi tu peux analyser trouver la cause profonde du mal. Oui, c'est certainement ces médecins-là qui s'affranchissent. Voilà, affranchis, et les affranchis aussi, hein, Mars, Pluton. Et puis Lune, et quand on a vu Lune, Mars, Uranus, les affranchis, on retrouve les francs. Parce que c'est ça qu'il faut, hein, c'est là les francs. Mars, Uranus, affranchis. Donc avec la Lune, il y a des corporations qui s'affranchissent. Ça s'est passé aussi au Moyen-Âge. Des choses comme ça. Ah bah c'est intéressant de regarder l'hélio quand même. Oui. On voit toujours d'autres trucs, quoi. De plus, qui sont la toile de fond. C'est le plan mental, c'est le plan spirituel, mais c'est ce qui conditionne en fait ce qui va se jouer. Donc par exemple, on a un Mercure qui est Scorpion en héliocentrique, Verseau en géocentrique. Bon, il nous parle de ce que je viens de dire, l'analyse profonde, le diagnostic, la pensée qui va toucher juste, ou les mots qui pourraient être justes, hein, les mots justes. Il y a les mots vrais là, et puis il y a les mots faux là. Bon, faut se méfier des pensées toujours dissonantes et
harmonique, c'est vaut mieux dire tensionnelle et détente. C'est vrai, là, ça coule, ça va de soi, ça passe tout seul. Donc, bon diagnostic pour bonne santé. Et puis là, instillation de pensées fausses encore, de force, par cette opposition Mercure-Uranus. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde encore? Tu as peut-être d'autres choses à te dire. On va s'arrêter là, on a bien fait là. Du coup, on a pris de l'avance. Ça va me laisser le temps ensuite de faire une vidéo sur le signe des poissons. Une question, tu peux mettre en place des réunions le samedi? Ah non. Ce que je me dis, c'est que tu vois ce qu'on fait là, ces commentaires sur les thèmes. Alors c'est bien, on fait une vidéo, les gens ils peuvent suivre la vidéo. J'aimerais bien qu'on fasse un salon de discussion davantage où les gens pourraient plus venir avec pas forcément un enregistrement chaque fois. Ça peut être bien d'avoir l'enregistrement, mais alors tant pis, ils se taperont l'enregistrement brut, quoi. Je ne m'amuserai pas forcément à couper tout ce qui est superflu et qui rend le propos plutôt qu'il alourdit plutôt que le rend compréhensible. Pour aujourd'hui, donc, on va affronter cette extraordinaire semaine hein, depuis le dernier quartier. Aujourd'hui, donc, on a eu l'entrée du soleil en poisson. C'était à 10h43 GMT, 11h43. Donc, ça y est, nous sommes dans le signe des poissons. Et il y a beaucoup de choses qui vont se transformer là. La magie des poissons. C'est quand même le plus magique de tous les signes. C'est là qu'on sent le mieux, justement, la multidimensionnalité. Elle est perceptible, la multidimensionnalité. Donc, en plus, on a Vénus avec le Soleil et Neptune pour nous aider à bien la sentir. Les deux planètes, les deux relais de l'existence intensive, Vénus et Neptune. Oui. Il y a une conjonction entre les Neptunes qui va se faire, oui. Et oui, Vénus et Neptune, elles nous ramènent à l'existence. Donc, elles viennent nourrir Mars, en plus, qui est fort importante dans cette histoire. Bon, on va clore ce petit tour d'horizon, mais c'est très chouette parce que chaque fois, on approfondit et comme chaque semaine, on va voir, on avance d'une semaine à l'autre, mais on revient toujours sur les thèmes précédents, on regarde un peu plus loin et donc on se décale et on voit de plus en plus de trucs intéressants, je trouve. C'est vrai que ça vaut le coup d'y venir une fois par semaine, considérer ces thèmes. Plus on les regarde, mieux on sait les lire. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, nous vous saluons. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que tout cela vous intéresse. Manifestez-vous dans les commentaires et faites-nous part de toutes vos réactions. Ça nous fera grand plaisir et nous serons ravis de vous accueillir également avec nous dans ces réunions. Même si vous n'osez pas prendre la parole, vous pouvez être là. Et si vous avez envie, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Donc c'est à bientôt, c'est ouvert, à bientôt. Bonne semaine, bonne création, bonne santé. Bravo à tous. Félicitations Parisiens de vivre à Paris. Au revoir Claire. Au revoir Christophe. Au revoir les amis.